Nous commençons aujourd'hui notre deuxième atelier dans notre série appelée Jung et les pouvoirs de l'imaginaire, où, comme je vous ai dit, à chaque fois, nous mettrons à l'honneur un auteur différent qui s'est inspiré de Jung, même si c'est pas Jung indirect. Donc aujourd'hui, nous rentrons dans le magnifique, merveilleux monde des contes. Et ça tombe bien parce qu'on est autour de Noël, il y a plein de contes de Noël de tous les côtés. Et nous, ce sera plutôt les contes des fées. Et d'une manière générale, d'où viennent les contes, vers où ils vont, etc. Comme c'est un sujet passionnant, sur lequel j'avais fait dans mes cycles annuels, j'avais fait déjà tout un atelier qui était consacré qu'aux contes et aux rêves. On a beaucoup de matière. Et avec une autre personne de notre session qui s'est spécialisée dans les sujets, j'annonce déjà que les thèmes des stages d'été, puisque chaque été nous faisons un stage au mois de juillet, va être sur les contes. Donc si on reste sur sa fin, parce que en un petit atelier on ne peut pas épuiser le sujet qui est vraiment extraordinaire, sachez qu'on va beaucoup s'amuser, ça sera assez ludique, et ça sera début juillet. On donnera les infos plus précises, et déjà j'annonce, comme on dirait, la couleur. Alors, comment nous allons aborder les sujets? Donc on va les diviser en 2 heures. La première heure, je vais expliquer un tout petit peu les bases. En réalité, pourquoi les contes, qui sont vraiment en réalité un élément qui vient de la nuit des temps, donc j'expliquerai un petit peu. Deuxième sujet, qui nous transmet et nous interprète les contes, donc par où ça vient, et comment on a ainsi, en quelque sorte, réhabilité, réexpliqué ça au fil du temps. C'est intéressant, à chaque fois, la manière d'interpréter, enfin de transmettre les contes, traduit l'esprit de l'époque. Et aujourd'hui, vous le savez aussi. Bon, j'évite les commentaires. Troisième aspect, donc, qui en fait fait partie du 4e dans les clés d'interprétation, mais je vais dégager quelques éléments symboliques. Comme on l'a vu en fait dans les rêves, il y aura une certaine proximité entre les images symboliques des rêves et des contes, puisque c'est toujours l'inconscient collectif, ces fonds communs, les structures de l'âme humaine qui s'expriment. Donc il y aura quelques points communs, mais c'est intéressant de dégager quelques éléments symboliques. Et quatrièmement, là je m'inspirerai effectivement tout particulièrement du travail de Marie-Louise von Franz, qu'elle explique dans cet ouvrage qui s'appelle L'interprétation des contes des fées. Interprétation des contes des fées, édition d'Hervé Livre, et après je crois qu'il a été réédité, mais ça c'est notre très très vieil exemplaire, bien manipulé, c'est une version des 87. Donc, mais bon, on les trouve plus actuellement, mais en tout cas, c'était une collaboratrice précieuse de Jung qui s'est beaucoup spécialisée dans ce domaine et aussi dans l'alchimie. Donc, elle a écrit plusieurs ouvrages, et nous en avons quelques-uns d'entre eux si ça vous intéresse. Pas celui-ci, mais d'autres. Et donc, elle a beaucoup développé le sujet. Et elle a surtout développé une sorte de méthodologie pour interpréter les rêves. Donc, une fois qu'on aura présenté ça, qui est en fait les tableaux généraux, dans la deuxième heure, on va travailler sur 2 contes. C'est pour ça que je vous ai envoyé les documents. Et je pense que certains ont pu l'imprimer. Donc, on va travailler sur les 3 plumes, qui est un conte merveilleux, justement. Et on va appliquer la méthode de Marie-Louise von Franz pour voir comment l'interpréter. Et le deuxième, qui s'appelle Les vaillants petits tailleurs, qui est assez, si vous l'avez lu, assez rusé comme personnage, très amusant. Et donc, pour lesquels, en fait, on va travailler sur l'interprétation d'un autre auteur que je conseille. Ça, c'est un livre que j'ai découvert plutôt récemment, même s'il est très ancien, qui s'appelle Initiation et sagesse des contes des fées, d'un auteur qui s'appelle Denis avec 2 N, Boyès. Édition Albin Michel, Spiritualité vivante, il a été édité, encore une fois, 88. Mais il est formidable parce qu'il a une vision un peu plus ésotérique du thème des contes, et aussi psychologique, mais le côté ésotérique est très intéressant. Je vais l'utiliser beaucoup pour les stages d'été prochains. Et aussi, bon, il parle un peu sur l'interprétation du rôle des élémentaux, des esprits de la nature dans les contes, puisqu'il y a les célèbres contes des fées, qui nous mettent un rapport. Ah, Bettelheim, oui. C'est un auteur que je vais citer, mais je l'ai pas, c'est pas ma tasse de thé principale. Mais je vais les citer tout à l'heure. T'inquiète pas, sinon je me fais assassiner par tous les gens qui vont voir l'émission. Donc alors, mais disons, je donne les sources sur lesquelles on va travailler, et les 2 exemples
en 2 heures, on ne peut pas faire beaucoup plus. Donc, pour le reste, si vous voulez vous dévorer tous les contes des Grimm, c'est une très excellente idée pour les vacances de Noël. Bien, alors, on va commencer par les commencements. Donc, pourquoi les contes? En fait, on se trouve devant le fait que ils seront en fait, c'est Jung qui va l'expliquer ainsi, l'expression universelle des structures fondamentales de la psyché humaine. Donc, il y a dans les contes quelque chose, disons, d'ancestral et de très dénudé. Et il va même faire une petite explication sur la différence entre les contes et les mythes. Les mythes ou les légendes, en fait, dans les mythes en tout cas, les mythes sont spécifiques à chaque civilisation. Donc, bien qu'il y ait un fond commun au mythe aussi, ça on va l'étudier quand on étudiera Iliade, chaque civilisation va les colorer. Donc, on va pas confondre Gilgamesh avec Héraclès, même si les deux ont un fond commun au niveau de la voix du héros. Donc, chaque civilisation va apporter ce qui va permettre, disons, de, comment dirais-je, les personnaliser davantage. Voilà. On sait que c'est la civilisation égyptienne, romaine, grecque, etc. Par contre, quand vous rentrez dans les contes des fées, ces différents, disons, contes merveilleux, il était une fois. Déjà, cette il était une fois est fondamentale, puisque il ouvre les portes de l'imaginaire, et on sort de notre monde courant, quotidien, et chacun va mettre dans cette il était une fois ce qu'il veut. Et donc c'est tout à fait universel et tout à fait disponible à que l'esprit, bon, à commencer par les enfants, parce que beaucoup de ces contes initialement sont pour les enfants, mettre dedans ce qu'il voudra. Donc on va le remplir de contenus spécifiques, mais les contes, c'est le roi, les princes, la princesse, les dragons, les géants, vous comprenez, les fées, les gnomes, mais c'est volontairement un peu désincarné. C'est pour ça que Marie-Louise von Franz dira, c'est un peu comme si on était devant les squelettes. Il n'y a pas de chair. Pour justement permettre de descendre jusqu'aux structures plus fondamentales de la psyché humaine. Donc dans ce sens, ils sont proches des archétypes. Ils sont très archaïques. Oui. Et ils nous parlent à tous. Il n'y a pas de problème. Mais c'est sûr que si après on se met à dessiner chacun, comme on voit les géants ou les rois ou la princesse, ça va donner des choses différentes, puisque chacun de nous va l'habiller avec sa particularité. D'accord? Donc ça, c'est déjà quelque chose de très intéressant. Vous connaissez peut-être Amadou Mpaté Ba, qui est un écrivain, disons, malien formidable. Il dit une phrase très jolie. Il s'est beaucoup intéressé au thème des contes. En Afrique, les contes les traditions africaines sont extraordinaires là-dessus. Dans les contes modernes, j'adore Kirikou et la sorcière. Bon, il y a plein d'autres choses, mais celui-là, il est vraiment très beau. Alors, un conte, c'est les messages d'hier, destinés à demain, transmis à travers aujourd'hui. C'est très beau. Donc, c'est les messages d'hier, destinés à demain, vous voyez, c'est un pont dans le temps, mais transmis à travers aujourd'hui. Donc, il relie les mystères des 3 temps. Et il va jouer justement un rôle, il aura une portée, on dira, thérapeutique et initiatique. Donc, l'air de rien, quand même, c'est ce travail sur les contes, le fait, disons, que les enfants écoutent. On explique qu'en fait, qu'il vaut mieux même conter un conte, raconter les contes que les lire. Moi, je vais peut-être les lire, mais nous, on est des grands adultes, mais quand on le raconte, on ajoute quelque chose, disons, qui est plus merveilleux que simplement le fait de le lire. Donc, c'est déjà une bonne chose. Et en fait, il va rentrer en résonance et il va aider dans le sens justement de permettre, disons, on dit par exemple les petits-enfants, ils portent en eux-mêmes l'ambivalence de plein de choses qu'ils ressentent. La haine, la colère, l'amour, vous voyez, le désir. Toutes ces passions de base, nos émotions fondamentales, tout cela les habite. Mais, comme d'abord, ils ne savent pas trop donner des noms très précis à ceux qui les habitent, ça peut aussi un peu les inquiéter. Ils ne savent pas très bien quoi faire avec tout ça. Donc, les contes vont permettre de donner un nom, une forme, une qualification à tout ça.
Donc, ils vont sentir que l'ogre, les monstres méchants, ça représente leur attitude un petit peu méchante, leur nature plus pacifique et généreuse va être associée avec le héros, n'est-ce pas, et les personnages qui vont essayer d'affronter les difficultés. Et quand ils voient comment, effectivement, sont gérés les aspects négatifs et positifs, comment on peut résoudre ces conflits qui apparaissent dans les contes, ça va l'aider à sentir en lui-même comment résoudre tous ces problématiques. Donc vraiment, c'est un rôle, disons, par rapport à ça, ordonnateur de ces chaos fondamentaux. En réalité, je dirais que tout langage symbolique nous aide à ça. Et Dan Roudiard, qui est le grand fondateur c'est un astrologue fondateur d'un courant qui s'appelle l'astrologie humaniste, c'est celle que j'utilise dans mes consultations astrologiques, disait effectivement que l'astrologie permet d'ordonner autour des lois essentielles les chaos de l'expérience humaine. Parce que notre vie aussi, il nous arrive plein de choses, on vit énormément de choses belles, moins belles, compréhensibles, pas compréhensibles, enfin bref, toute cette difficulté, tout cet univers d'événements, vous voyez, qui sont comme des petites parcelles, on dit parfois c'est un miroir cassé en plein de petits morceaux, donc ça permet de les rassembler, les ordonner, et établir par la voie de synchronicité une correspondance entre les lois célestes ou cosmiques et l'expérience humaine. Alors, ce rôle un peu, ce travail qui peut jouer l'astrologie ou autre discipline symbolique et traditionnelle par rapport aux adultes, les contes vont les jouer vis-à-vis des enfants. Et on dit même que les plus petits enfants, il faut commencer par les contes d'animaux. Parce que les animaux, ils le voient, en fait, on leur apprend rapidement, enfin, à identifier les super pandas du zoo, n'est-ce pas, mais aussi les ours, je sais pas, les chats, les chiens, etc. Donc, ces animaux qui vont exprimer les qualités, des défauts, différents éléments, vont être les premiers langages plus faciles pour eux identifier. Pour ça, les peluches, en général, les doudous sont toujours des animaux. Et après, quand, disons, ils ont un mental un peu plus élaboré, et qui rentrent en une meilleure connaissance des différents éléments, entre guillemets, plus intellectuels, plus élaborés, là, on va passer au récit avec des personnages, les géants, l'ogre, etc. D'accord? Alors ça, c'est assez intéressant. Donc, en tout cas, on est en présence des représentations archétypiques de l'inconscient collectif les plus fécondes, variées et fondamentales de tous les mythes. Donc, on est à la racine de l'inconscient collectif. Enfin, c'est ce que Jung appelle l'inconscient collectif. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est, on peut pas dire exactement qui a été le premier à raconter des contes. Je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que nous devenons tous devant un conte des enfants émerveillés. Donc, nous-mêmes aussi, vous voyez, nous remontons à quelque chose de très archaïque. Donc, on pourrait réunir des gens de toute origine et de toute culture devant ces contes des fées, ces contes merveilleux. On est unifiés, d'accord? Donc, ça nous ramène, et ça, je trouve ça extraordinaire, à notre racine humaine, dans toute sa profondeur. Et c'est pour ça que ça nous touche beaucoup. Il y en a beaucoup qui nous racontent des contes. Et en fait, c'est l'expression, et ça c'est une expression de Jung reprise par Marie-Louise von Franz, de l'anatomie comparée de l'âme humaine. L'anatomie comparée de l'âme humaine. En fait, je vous expliquais la dernière fois, n'est-ce pas, dans une dernière conférence, la vision que Jung aura de la complexité de l'âme humaine, ce sont toutes les composantes qui partent du soi, qui est la racine de l'être, qui se déploie à travers tous les facteurs, l'inconscient collectif, l'inconscient personnel, dans l'inconscient les archétypes, anima animus, l'ombre. Ensuite, on avait toutes les fonctions conscientes avec le moi qui dirige la part consciente de nous-mêmes, avec les 4 fonctions fondamentales. Et ensuite, la persona, qui est un peu comme le masque, l'enveloppe observable, qui est l'interface entre nous et le monde. D'accord? Donc, tous ces éléments-là font, on pourrait dire, soit une géographie de l'âme, soit une anatomie de l'âme. Hein. Moi, j'aimais utiliser le terme géographie, mais eux, ils utilisent aussi le terme anatomie. Hein. Donc, si on pouvait découper, entre guillemets, tous les composantes. Et en fait, dans les contes, on va voir effectivement, comme j'explique, cette idée de qu'ils aident à structurer la personnalité, des images simples et directrices qui aident à ordonner ses peurs, désirs et autres,
Et donc, par exemple, les frères Grimm, qui vont avoir un rôle très important, en reconstituant et en cherchant dans les folklores germaniques tous les contes qu'ils ont essayé justement de reproduire le plus fidèlement possible aux originaux. Il y en a dans les années 1812. Hein. Il faut bien savoir que cette compilation s'est faite au début du 19e siècle. Et ça sera un petit peu la racine après de tous les romantismes, parce que le fait d'aller chercher dans les racines traditionnelles va faire émerger dans différents pays d'Europe, notamment les pays germaniques, cette émergence du romantisme dans le sens de chercher les racines profondes, locales, ancestrales et autres. Et effectivement, ils appellent les contes des fées la philosophie du rouet. La philosophie du rouet, parce qu'il y avait, disons, dans le Moyen-Âge, n'est-ce pas, il y avait les femmes qui filaient. Donc on file, et en filant, et en faisant ces travaux manuels, on se racontait des contes. Et en même temps, ces filets a toute une signification symbolique, parce qu'il sera associé avec les fées, et avec les parques. Vous vous souvenez, les 3 parques, qui étaient des déesses, des divinités grecques, qui symbolisent le destin. Donc il y a une qui tire le fil, l'autre qui continue à filer, la troisième qui coupe. Donc on a la naissance, on fait émerger les fils, après on les travaille pendant un certain temps, et à la fin on les coupe. Donc les 3 parcs étaient des déesses qui habitaient dans les profondeurs du monde des morts, en fait, le monde souterrain, et on les craignait un peu, surtout quand Atropos, qui c'est celle qui venait avec les ciseaux, venait couper le destin de quelqu'un. Mais c'était associé vraiment à l'idée du rouet, vous voyez, la maille, hein, comme toutes les déesses, ou les génies araignées, qui tissent des fils, des filets, la trame du monde, des contes et autres. Et par rapport à cette signification, il y a un autre auteur qui s'appelle Jan de Vries, pour qui les contes finissent dans un happy end. Son contenu porte sur la réalité terriblement sérieuse, la notion de l'initiation. Il y a toujours l'idée des passages des épreuves, et à partir des épreuves, une renaissance, enfin, quelque chose qui va se transcender et permettre symboliquement de passer de l'ignorance à la connaissance et de la matière à la spiritualité. Effectivement, maintenant, si je fais un petit tour de... Bon, ça c'est pour voir très synthétiquement quelle est un peu la finalité des contes. Donc, elle joue un rôle vraiment très important dans le développement de l'être humain. Par rapport à l'aspect, disons, un petit peu plus historique, ou comment ça s'est passé, j'ai fait un très rapide passage là-dessus. Donc, il faut savoir que l'origine des contes est franchement impossible à déterminer. Mais on sait que depuis les temps, disons, peut-être déjà préhistoriques, mais on ne sait pas exactement comment parlaient nos préhistoriens, sauf quelques dessins dans les grottes, n'est-ce pas, qui nous font voir que quand même ils avaient déjà une vision symbolique des choses assez extraordinaires. Et en réalité, au niveau historique, ces contes qui relèvent d'une tradition orale et populaire et qui peuvent remonter très loin, on va commencer un tout petit peu à les compiler, à les connaître d'une manière un peu plus savante, à partir des Égyptiens. En Égypte, il y a des sages comme Taotep qui commencent à raconter des contes. Il y a des contes égyptiens. Un qui est très célèbre, c'est Sinoué, l'Égyptien, quelqu'un qui est très élaboré. Un autre sur des naufragies, etc. En Babylone, à Rome. À Rome, il y a par exemple les métamorphoses pas d'Ovide, mais les livres d'Apulée, qui s'appellent Landor, donc qui raconte en fait des métamorphoses et des épreuves de quelqu'un qui vit là-dessus. Bon, j'en passe, il y a tous les mythes, tout l'univers des mythes, des symboles antiques. Et qu'est-ce qui va se passer après? Donc pour l'Antiquité, on raffole des contes, des mythes, des légendes. Je vous rappelle que même les fables, on a les thèmes des fables apparaissent déjà dans le monde égyptien, où on trouve des petites ostracas, des petites pierres avec des dessins, et des petits animaux. Donc alors, les animaux qui jouent les humains. Les petites souris, les chats qui jouent de la musique, enfin. Et après, ces récits dont on n'a pas de traces en Égypte, mais on sait que les animaux jouent un rôle à plusieurs niveaux, vont réapparaître dans le monde grec avec Ésope. Et ces fables d'Ésope vont réapparaître au bout d'un certain temps, métamorphosées à travers La Fontaine.
Et ils auront un succès énorme. On sera en plein dans les contes. On est dans les contes. Voilà, je suis dans la première partie. Et donc après, quand on arrive à la christianisation de l'Occident, donc tout ce monde des fées et des génies et des dieux, etc., est considéré, disons, n'est pas approuvé, n'est-ce pas? Disons, d'une certaine manière, il faut les cacher, l'occulter ou les rhabiller. Donc alors c'est comme ça que les lieux païens deviennent des églises, des sanctuaires, etc., parce qu'on sent quand même qu'il y a une force tellurique dans la nature qu'on ne peut pas négliger. Et les fées ou autres deviendront peut-être des anges dans certains cas, et malgré qu'on essaie de condamner tous ces contes de fées, ils traversent les portes et il devient d'autres récits fantastiques, y compris en particulier les grands cycles de roi Arthur, qui va au-delà du simple conte. Dans ce cycle arthurien, nous retrouvons des personnages comme Merlin, l'enchanteur, qui quand même reprend tous les vieux fonds celtiques de la magie et de la sagesse druidique ancienne. Le roi Arthur, c'est vraiment l'image du héros. Guenièvre va être l'image de la reine, n'est-ce pas, de la princesse, etc., et ainsi de suite. Après, justement, il y a un conflit entre les modernes et les anciens au XVIIe siècle. Certains veulent un petit peu intégrer la modernité, la transformation des choses, et les anciens, comme La Fontaine, La Bruyère, veulent rester dans les mondes classiques, ils sont plus dans la vision plus ancienne. Et comme vous pouvez imaginer, quand les Lumières arrivent avec une raison extrême et accablante, on va se dire, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Ce sont des contes à dormir debout, tout ça. Donc, en fait, suppression. Donc, tout ça ne présente aucun intérêt. Et c'est vraiment, je pense que, un petit peu plus tard, ça va donner l'effet de considérer que l'imagination, c'est la fée du logis. Disons, une espèce de faux folle, entre guillemets, qu'à l'intérieur de nous, l'essentiel, c'est quoi? Développer notre intellect, notre raison, notre capacité de connaître objectivement les choses et la nature. Mais comme toujours, dès qu'il y a une polarité qui est extrême, la nature et l'aventure humaine nous amènent à des contrepoids. Donc face à cette lumière résonante qui va un petit peu essayer de noyer les merveilleux, va apparaître un philosophe allemand qui s'appelle Johann von Herder, qui est un ami de Goethe, entre 1740 et 1803, qui lui va justement réhabiliter cette dimension, disons, un petit peu de la magie et du merveilleux. Et il dit, vouloir penser l'être ensemble selon les exigences de la raison, par le seul biais de la loi, c'est verser dans la plus terrible des intolérances. Pourquoi ne pas partir plutôt de l'esprit populaire et penser une institution de la société par l'imaginaire, et agir avec la force de son âme? Donc c'est pour ça qu'il fait partie de ses racines avec Goethe, de tous ces courants, en fait, dans les philosophies allemandes, disons, de ce retour aux forces de la nature. Et, bon, quand même, il y a là toute une magie qui après va inspirer le fait que, un petit peu plus tard, on retrouve justement les frères Grimm, qui vont parcourir, disons, toute l'Allemagne, ils vont recueillir tous les récits, comme un peu plus tard va faire un autre ethnologue du côté de la Finlande, et ça donnera les récits du Kalevala. Donc, on n'est pas encore dans l'ethnologie pure, vous voyez, après ça va devenir très savant, mais à l'époque, ils vont jouer un rôle très important, parce qu'ils vont récupérer beaucoup de récits dans un esprit, disons, de respect de cette force de la philosophie du rouet. Qu'est-ce qui va se passer après avec les contes plus tard? Eh bien, on va voir les phénomènes, disons, en fait, Walt Disney, qui va justement récupérer tous les vieux contes européens, il va les passer à la sauce hollywoodienne américaine, et ils vont revenir merveilleusement, à partir des années 50, 60, etc., sur toute cette panoplie des contes de fées, Blanche-Neige, enfin, je sais pas, tout ce que vous voulez. Et plus modernes, ceux mêmes qui vont financer les grandes sagas, les Seigneurs des Anneaux, après la saga Harry Potter, etc. Bon, là, on est vraiment déjà dans des mythes plus élaborés, mais ces contes vont revenir par ce biais-là. Et alors, donc, dans les interprétations, nous, on va travailler surtout sur celles dont je vous ai parlé, mais il est vrai qu'il y a l'interprétation psychanalytique justement, qui est
disons, sur laquelle je vais travailler moins, parce que il y a une différence entre la vision psychanalytique freudienne et la vision, dirions-nous, psychanalytique ou psychologique jungienne. Dans la vision freudienne, on va un petit peu tout réduire à une interprétation sexuelle des choses. Vous vous rappelez ce que Freud pensait sur tout ça. C'est ça qui va donner les complexes d'Oedipe, Électre, etc. Et c'est pas exactement la perspective qui nous paraît la plus intéressante. Évidemment, il y a un très bon article qu'écrit une collaboratrice de notre association sur les sujets, et je lui ai demandé de faire un travail pour réactualiser son article qui est paru il y a quelques années. Donc, elle va continuer quelques recherches pour arriver à voir comment aujourd'hui, dans tous ces problèmes de la cancel culture et autres petites douceurs qui viennent des Amériques aussi, nous arrivons au fait d'avoir perdu la conscience totale de cette puissance de l'imaginaire et de l'inconscient. Et encore une fois, on interprète avec des clés rationnelles, modernes et très réductrices ce qu'était cet univers imaginaire. Alors, il ne faut pas interpréter les princesses ou les princes dans une clé sociologique, vous voyez, terrifiante d'une aristocratie décadente, ou qu'il y ait les filles et les garçons comme des choses vraiment tout à fait opposées et inexistantes. Tout cela va faire appel à ce que Jung va appeler les principes de l'anima et l'animus, les féminins masculins que chaque être va chercher à compléter, comme la figure du roi ne représente pas forcément les rois de tel ou tel état ou de tel ou tel moment de l'histoire, mais au contraire l'image du soi. Donc ça va nous amener à expliquer un petit peu quelques éléments symboliques pour sortir un peu de vision réductionniste des choses. Donc, je passe à la troisième partie, justement. Ça, c'est un petit peu pour situer. Finalité, expression de l'inconscient collectif, ordonnancement de l'enfant de toutes ces pulsions diverses, donnant des noms et des formes aux choses. Les contes est très, très dépouillé, puisque justement, il va nous amener à l'essence même des fondements de notre psyché, l'inconscient collectif. Ensuite, on a vu, effectivement, ça remonte à loin, différents courants vont travailler là-dessus, mais quand même, avec des hauts ou des bas, les contes sont toujours là. Il continue à y avoir aujourd'hui des merveilleux conteurs, et des gens qui continuent à inventer des histoires. Parce que les enfants disent toujours, raconte-moi une histoire. Et tant qu'il y aura des enfants qui diront, raconte-moi une histoire, les contes seront vivants. Ne vous inquiétez pas. Alors, ensuite, effectivement, par rapport aux éléments symboliques. Parce que si on ne comprend pas qu'on est en présence des symboles et pas des concepts, on passe à côté. On ne doit pas, ça on l'a expliqué dans les ateliers précédents, on ne peut pas demander au concept d'ouvrir, entre guillemets, son cœur pour comprendre la profondeur des ressentis du symbole. Le symbolique établit des correspondances subtiles entre des réalités visibles et invisibles. Les concepts, lui, ils délimitent de manière précise des choses observables et concrètes. Pour les concepts, ça c'est un verre. Et ça sert pour porter un liquide, fait de telle matière, telle mesure, tac, tac, tac. Très précis. Je définis l'objet. Je le définis, je le délimite. Il est ça et pas autre chose. Dans la théorie des tiers exclus aristotélicien. Les symboles, lui, il se moque de ça. Donc tout d'un coup, ce verre va se transformer. Il va devenir une coupe merveilleuse, les Graal, vous comprenez, porteur de vie, prendra toutes sortes de choses, toutes sortes de formes, toutes sortes de significations. Et pour les symboles, il n'y a pas de problème. Les choses peuvent se muter les unes dans les autres. Donc notre imagination, comme ça se passe un peu dans les rêves, n'est-ce pas? Tout d'un coup, hop, tel truc devient tel autre, ainsi de suite. C'est vrai aussi que les contes, on peut les interpréter, disons, à trois niveaux, en fait, d'interprétation, individuelle. Et dans ce sens-là, tous les personnages du conte se réfèrent à quelque chose qui est à l'intérieur de nous. C'est pareil que dans les rêves. Social, puisqu'en même temps, ça permet de socialiser l'enfant, en comprenant comment il doit travailler en relation avec les autres. Et cosmique, notamment si nous parlons des contes des fées et autres, dans lesquels on va mettre en rapport notre univers à la fois physique, immédiat, et toutes les forces de la nature.
Alors évidemment, là, nous sommes aussi en présence de quelque chose que notre vision conceptuelle, rationaliste et légèrement matérialiste du monde dans lequel on vit ne sait plus parler ni aux arbres, ni aux nuages, ni aux vagues, n'est-ce pas, ni aux rayons du soleil. C'est-à-dire, on ne sait plus rentrer en contact avec les forces des éléments, les forces de la nature, qui étaient la base de ce qu'on appelait le monde des élémentaux ou esprit de la nature. Donc, toutes les fées, les gnomes, tous ces petits personnages, entre guillemets, qui en réalité évoquaient les puissances de ces forces des éléments que, bon, les anciens vont en Occident résumer terre, eau, air, feu. D'accord? Et ils ont leurs habitants. Et pour parler avec ces habitants des éléments, il faut une certaine sensibilité, va-t-on nous dire. En tout cas, l'universalité de ces esprits de la nature devrait nous faire penser qu'il y a peut-être quelque chose de vrai dans ce que nos petits yeux physiques ne peuvent pas voir. Mais c'est pas parce que nous ne les voyons pas qu'ils n'ont pas de réalité. Donc, pour le voir, peut-être qu'il faut ouvrir d'autres yeux, qui sont les yeux du cœur. Comme disait le Petit Prince, l'essentiel est invisible pour les yeux. Donc, c'est un autre regard qui nous amènera vers ça. Si j'ai le temps, je vous lirai quelques extraits sur ça, sinon, il faut le voir dans les stages. Parce que ce sujet est important. Ces faits, ces personnages magiques sont là. Donc, en fait, ils vont représenter aussi des forces qui vont aider ou perturber le déroulement des péripéties du trajet. Alors, donc, quelques éléments symboliques. Ça pour jouer un petit peu, vous faire travailler un tout petit peu votre propre imagination. Voyons voir, voyons voir. On va prendre quelques lieux symboliques et quelques objets symboliques qui apparaissent dans beaucoup de contes. Voyons voir, la forêt. Vous savez que toujours, n'est-ce pas, on va partir dans la forêt. On va se perdre au milieu de tous ces arbres. Parfois, au milieu de la nuit, il commence à hurler. Bon, alors, rentrer dans la forêt, ça peut représenter quoi comme symbole? Découverte de quoi? Les épreuves, peut-être, à passer. Oui, là, tu es en train d'aller plus loin, trop loin, là. Déjà, il faut commencer par les cadres. Je suis dans les forêts, la forêt. C'est vrai qu'il y aura des épreuves, mais les cadres en tant que tels, qu'est-ce qui peut symboliser? La peur, c'est ce que je ressens. L'inconscient. C'est-à-dire, quand nous sommes les citadins, nous partons d'un univers, tu vois, domestiqué, civilisé, ordonné, et puis tout d'un coup, effectivement, cet aventurier, pour différentes raisons, va partir vers la forêt, va partir vers ce lieu qui va symboliser le sauvage, le non apprivoisé, l'inconnu, parfois un peu noir, vous voyez, c'est sombre, avec les arbres qui cachent un peu la lumière, etc. Donc, la première chose qui va représenter cet univers de la forêt, c'est l'idée de rentrer dans son inconscient. Donc, c'est la porte d'entrée dans l'inconscient. Il est aussi image d'un sanctuaire naturel, avec au cœur de la forêt, qui est le roi de la forêt. Allez, qui habite dans la forêt, principalement? De quoi fait une forêt? Non, mais vous avez l'air d'être pire que des enfants de 3 ans, là, allez, parlez. Eh ben voilà, les arbres. Et même aujourd'hui, on explique que probablement la forêt est une entité, est une unité multiple composée des arbres. Et les arbres ne sont pas des entités séparées, mais qu'ils travaillent ensemble dans une cohésion absolument extraordinaire. Bon, mais ça fait partie de toujours chercher des entités complexes qui tendent vers l'unité. Alors l'arbre, et quand on regarde l'arbre c'est l'axe du monde, n'est-ce pas? Il relie les ciels et la terre. Il touche les mondes célestes et ses racines s'enfoncent en profondeur dans les ténèbres. Et en même temps, il pioche dans ces profondeurs les sources de vie, etc. Axe du monde, notre propre colonne, porte des passages. Si vous prenez, par exemple, l'Yggdrasil, l'arbre magique, entre guillemets, des traditions de mythologie nordique, n'est-ce pas? C'est super. Il y a des petits écureuils qui montent et qui descendent. Enfin, toute la vie est contenue là-dedans. Donc, vous avez des arbres de tout type. Et maintenant, puisque c'est d'occasion, nous avons les sapins de Noël, qui à part d'être une bonne affaire pour ceux qui les vendent, initialement, sachez que c'est intéressant. C'est une tradition relativement
actuelle, disons, relativement nouvelle de l'avoir mis en place. Mais au niveau de la symbolique, c'est très beau. Parce qu'on va choisir un arbre pérenne, l'épicéa, donc, avec une forme un petit peu pyramidale ou conique, et on va l'orner. Avant, on mettait des choses plus simples, des petites pommes, etc. Petit à petit, on a des petites lumières, et on va l'habiller, et on va faire, avec ces espèces de guirlandes tout autour, un mouvement spiralé, qui finit avec une étoile tout au sommet. Donc en réalité, cet arbre représente la grande vie de l'univers, la vie permanente. Et tout ce qui tourne autour, c'est les planètes, les systèmes solaires, les galaxies, vous voyez. C'est toute la dynamique de l'univers et de la vie universelle qui tend vers une étoile. Donc un tout petit peu vers un lieu vers lequel tout ça conduit, toute cette dynamique de vie conduit. Donc quand on met notre petit sapin, eh bien, on est en train d'évoquer, consciemment ou inconsciemment, le besoin de se relier à la force de vie qui relie toutes les choses, et au sens évolutif de l'existence. Bien. Pour la forêt, on reviendra. On continue. La clairière. Une clairière. Vous savez, on est dans la forêt, tout est un peu sombre, et puis tout d'un coup, hop, il y a un espace dégagé, lumineux, où la lumière arrive à passer. Vous voyez, c'est comment c'est une clairière, hein? Vous l'imaginez, quand je vous raconte ça, vous l'imaginez. Celle que vous préférez. Alors, c'est quoi ça? Tout d'un coup, je me trouve devant quoi? Pardon. On était en train de travailler dans l'inconscient, mais tout d'un coup, on va trouver... Des choses qui s'éclairent. Voilà, donc un espace intérieur, c'est l'éveil de la vie intérieure. Donc quelque chose dans lequel la petite lumière de la conscience va pouvoir éclairer les profondeurs de cet inconscient. Donc on va avoir un petit eureka, on va trouver quelque chose. D'accord? Parfois il y aura aussi une petite maison. La maison, il faut toujours se rappeler qu'elle représente nous-mêmes. D'accord? C'est nous-mêmes, notre propre personnalité dans son ensemble. Donc, en tout cas, c'est un lieu, un espace de transcendance. On a un rapport avec quelque chose qui apporte la clarté au milieu de la confusion et de l'obscurité. Et justement, la maison. Alors, la maison, c'est quoi? Ça, c'est comme dans les rêves. Dans les rêves, c'est quoi la maison? C'est nous-mêmes. C'est notre personnalité, c'est la manière aussi comme on se voit soi-même. D'accord? Est-ce que je suis une chaumière? Je suis, je sais pas, un bidonville, je suis un palais royal. Comment je vois cette maison? Cette maison, c'est en même temps nous-mêmes, et aussi l'attitude individuelle et la relation avec les autres. Comment on pense que les autres nous voient, etc. Et de toute manière, dans les côtés comme on l'expliquait dans les contes des fées, en général, vous avez des dénominations très sobres. Maison, chaumière, maison, simple, ou château. Après, chacun va remplir ça. Alors, on va voir tout à l'heure qu'est-ce que symbolise le château. Justement, autre chose, autres éléments dans les lieux symboliques. La cheminée. Celle par laquelle passe le Père Noël, et toi qui vous amène toujours les cadeaux. Alors, c'est quoi la cheminée? Non, surtout, c'est une voie de communication. Parce que la cheminée, tu vas communiquer l'extérieur avec l'intérieur, elle fait des relais. C'est un tout petit peu comme dans les yourtes circulaires chamaniques, n'est-ce pas? C'est les trous qu'il y avait au milieu qui permet de descendre l'esprit. Donc il y a quelque chose qui descend et quelque chose qui monte. Si on brûle dans la cheminée, c'est qu'on brûle, on purifie à travers le feu, va monter. Mais en même temps, le souffle de l'esprit ou le vent va descendre. Donc c'est un lieu de courant où on est dans la communication et l'échange. Ce qui est important, de pouvoir communiquer. On peut aussi communiquer entre deux mondes, visibles et invisibles, vous voyez, tous les plans de connexion. Les châteaux. Alors, voilà, les châteaux. Parlez-moi du château. Où se trouvent en général les châteaux? Un château, on les situe en général. Voilà. Donc déjà, la première chose, c'est qu'il va être situé en hauteur. Et souvent, disons, on se met dans une montagne, etc. Et les plus beaux châteaux de Frédéric II, donc c'est le château qui a choisi Walt Disney pour nous faire ces images. Bon, là, c'est carrément Mais c'est ça l'idée du château. On va représenter un domaine de transcendance du spirituel, quelque chose à conquérir.
qui peut être dans un bon ou mauvais état. Hein. Il y a des châteaux détruits, des châteaux hantés. Tout se passe bien dans les châteaux, c'est-à-dire dans la relation que nous avons avec cette dimension-là. En tout cas, il donne une image, quand tout fonctionne bien, de protection, de stabilité, et les lieux dans lesquels les forces contraires vont se réunir, puisque c'est dans ces châteaux que les princes et la princesse vont se trouver, se marier, ou les princes ou les héros qui deviendront les princes, etc. On retrouve un autre élément de communication, l'escalier. Qu'est-ce qui va faire l'escalier? Pareil que comme la cheminée, mais la différence, quelle est la différence entre l'escalier et la cheminée? Permet d'aller quelque part. Voilà, disons, c'est nous qui passons à travers ça. Par la cheminée, c'est difficile, on va transformer un sénisme en cendre pour monter. Par contre, l'escalier, élévation, descente, vous voyez, donc on est toujours dans la communication, c'est le point commun, mais c'est nous qui changeons de niveau à travers l'escalier. Et en plus, après, il y aura toutes les nuances. Comme il est l'escalier droit, un hélicon, vous voyez, un colimaçon, est-ce que c'est le double escalier de Chambord? Enfin, il y a plein d'options pour l'escalier. Parfois, il y a des escaliers aussi qui montent jusqu'au ciel, mais en fait, il finit jamais de monter. Donc, il y a une espèce de sentiment d'inachevé. Et la fontaine, une jolie fontaine. Qu'est-ce qu'on fait là? Source, pureté. En fait, c'est un centre, ça peut être à la fois un centre de vie et la source secrète de la vie dans l'être. Dans le lieu de jaillissement. C'est aussi une expression du cœur spirituel. Dans l'expression du cœur. Très bien. Alors, quelques objets symboliques. Un exemple. Il y aurait plus, mais comme ça on s'amuse un petit peu. Les colliers. Les colliers. Alors, les colliers. Comment on fait un collier? Perle toute seule? Et un fil. Donc il faut unir le fil qui est invisible, qu'on ne voit pas, avec les perles. Donc ça représente déjà l'union du masculin et féminin. Les côtés circulaires, les côtés qui transcendent. Donc aussi, on unit le visible et l'invisible et on crée une union. Parce que dans les colliers, justement, l'important, ça fait un cercle, une figure qui est une totalité. L'épée. Alors, l'épée, on la trouve dans beaucoup de symboles du monde. On tranche. Donc, en fait, trancher veut dire, au niveau mental, discerner. Il faut séparer, trancher. Et dans l'art tibétain, vous avez souvent des images assez terrifiantes. Vous voyez, il y a les dieux et les démons tibétains qui sont assez impressionnants. Et tout d'un coup, il y a toujours une de ces monstres, entre guillemets, Heruka, qui prend les crânes et avec un couperet, il coupe. Et la tête est inversée et de ces crânes jaillissent des flammes. C'est une image de l'illumination. Vous voyez? Si nous l'interprétons dans un sens purement matériel, on va envoyer ces démons en prison pour 100 ans pour l'assassinat qu'il vient de commettre. Mais en réalité, au niveau de la symbolique, il vient d'évoquer les passages de celui qui regarde vers le bas, vers la matière, vers le monde des apparences, et qui se retourne et libère sa puissance spirituelle. C'est pour ça que le cerveau se transforme dans des flammes. Et on a coupé, on a tranché, à travers, disons, ces tranchoirs. Donc, en général, en Orient, c'est assez fréquent, cette image de l'épée associée avec le discernement. À un moment donné, il faut discerner. Ou bien, vous l'avez avec Alexandre, qui carrément, qu'est-ce qu'il fait avec une épée? Vous vous rappelez? Le nœud gordien. Donc, il va couper un nœud. Il y avait un nœud magique dans un temple que personne n'arrivait à défaire. Donc, on est autour de ça. Alors, il deviendra maître du monde, celui qui va défaire le nœud gordien. Personne n'arrive à le défaire. Et Alexandre vient et les coupe. Et comme ça, évidemment, il est défait. C'est un peu brutal comme méthode, mais disons que il tranche. Ah ouais, voilà. L'épée du roi Arthur, qui est associée justement également à son essence, sa force intérieure, et pour prouver son identité, sa légitimité, c'est l'unique qui peut sortir l'épée de la pierre. Vous vous rappelez, hein? Ça, c'est intéressant. Et après, à la fin de tout son périple, hop, il jette de nouveau l'épée dans le lac, et la dame du lac la prend de sa main et la garde, jusqu'au jour où un nouvel Arthur reviendra. On l'attend. Bon, la boîte.
Je fais un petit article, ça n'a rien à voir, mais je viens de faire un petit hommage à Pierre Rabhi, qui vient de décéder. Vous savez, ce personnage formidable, le maître un peu de l'agroécologie et tout ça, un petit personnage extraordinaire. Alors lui racontait toujours, on est dans une boîte, il vit dans une boîte, on va danser en boîte, on sort dans une boîte, on sort dans une voiture, on est dans sa boîte, n'est-ce pas, si vous êtes place dans une boîte, et on meurt dans sa boîte. Bon, là c'était l'idée justement qu'on est dans l'enfermement. Mais en fait, la boîte peut avoir d'autres sens. Alors, vous voyez, dans les contes, qu'est-ce qu'elle devient? Voilà. Donc, en fait, il y a un côté secret. C'est encore le côté inconscient. Il y a quelque chose à découvrir qui est caché. Parfois, on doit les découvrir, et c'est dangereux de les découvrir. Hein? Les grands dangers apparaissent dans les mythes grecs. Quelle est cette... Quand on ouvre la boîte de Pandore et on fait sortir tous les mots, la boîte qu'on ne devait pas ouvrir. Psyché aussi ouvre une boîte qu'elle ne devait pas ouvrir. Donc parfois il y a le côté un peu curiosité, un petit peu qui est un peu malsaine, mais sinon c'est toujours l'idée d'un secret, de quelque chose de profond qui doit être dévoilé. Les miroirs. Miroir, suis-je la plus belle? Vous vous rappelez, ça c'est Cendrillon. Non, c'est Blanche-Neige. Faut pas que je me trompe des comptes, sinon on va me mettre à la porte. Bon, alors, mais les miroirs, voyons voir. Réfléchissez parce que les symboles sont toujours très cohérents. Hein. On parle d'effet miroir aussi. Le reflet. Donc en fait, surtout ce qui est intéressant, c'est le reflet du miroir, il est fidèle. Il est un témoin, justement, comparativement le plus objectif possible. C'est pour ça qu'on n'a pas toujours envie de se regarder devant le miroir. Mais effectivement, il a plusieurs sens par rapport à ça. Il y a l'aspect objectivité, et c'est un petit peu comme le discernement. Donc, il est le témoin neutre, c'est la neutralité, qui amène un certain détachement. C'est pour ça que dans les formes de sagesse bouddhiste, il y a 5 sagesses primordiales, il y a une qui s'appelle la sagesse semblable au miroir. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est extraordinaire. C'est vraiment ce côté, rester le plus neutre possible. Donc on voit la réalité, mais la réalité est en fait de plein d'illusions, mailles, etc. Ne pas être altéré. Si on est altéré, c'est comme le lac, vous voyez. Il est altéré par les vents, par les souffles émotionnels. Oh, ça monte, ça descend, on est perturbé. Par contre, si on est miroir, enfin, la fonction du miroir, les miroirs, c'est même pas à sautiller, vous comprenez? Il vous tire pas la langue, enfin, vous voyez comme. Il vous dit, tu es vraiment moche, vous comprenez? Non. Il dit, voilà, je vois ça. Donc, objectivité, distanciation, détachement. Mais effectivement, les miroirs peuvent parfois avoir des pouvoirs magiques. Donc, effectivement, il y a les miroirs associés un peu à l'ego personnel. Donc, en fait, c'est celui justement de la marâtre. Suis-je la plus belle, etc. Donc là, il sert l'ego personnel. Parfois, il peut être curieusement imprégné des plans de savoir. Donc, c'est un miroir qui sait. Et un miroir magique. Ou ça devient les miroirs d'Alice au Pays des Merveilles. Alors, on traverse le miroir et on va dans un autre monde qui est caché derrière les choses, donc au-delà des apparences. Et on a un 3e type de miroir, au 4e, qui est les miroirs que vous trouvez justement, encore une fois, dans les traditions tibétaines, dans les bars d'Autodol, dans lesquels, quand l'âme se trouve dans l'au-delà, elle arrive à la salle du jugement. Et dans la salle du jugement, parce qu'on a toujours l'idée de juger les âmes, hein, dans beaucoup de traditions, et bien là, il y a une image très jolie, puisque justement, on lui dit, tu as fait ceci ou cela, non, oui, on tergiverse, hein, parce qu'il y a quelqu'un avec une balance, et on met les bonnes actions avec des balles, des bulles, comment dire, oui, des billes blanches, ou des pierres blanches, et l'autre avec des pierres noires. Donc évidemment, on veut remplir son caddie de pierres blanches, on en raconte des tas de trucs, mais les mauvais en général, on se souvient pas très bien. Et à ce moment-là, Yama, qui est le dieu de la mort, fait venir ses adjoints et il présente le miroir de Yama. Et ces miroirs, là c'est terrible, vous voyez, c'est vraiment comment dirais-je, c'est comme une immense cloud dans laquelle tout ce qu'on a fait est enregistré. Donc là, ces miroirs-là montrent ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait et qu'on se rappelle, ce qu'on a fait et ce qu'on a oublié, ce qu'on a fait et qu'on a déformé,
Bref, on peut pas mentir devant ce miroir puisqu'il est la grande mémoire générale. Je sais pas si vous avez entendu parler, c'est quelque chose d'extraordinaire. Bon. Donc, la bougie. Je finis par la bougie. On est à Noël, encore une fois, on a les jolies bougies partout. Bah non, on n'a pas trop de bougies ici, mais bon. Alors, le feu, donc c'est la lumière, de l'esprit, justement, c'est le symbole vraiment de l'âme, de la spiritualité. Donc c'est pour ça qu'on a toujours envie d'allumer des petites bougies, des petites lumières. Même si actuellement on n'a pas besoin de faire le feu, comme on le faisait en les temps préhistoriques, en fictionnant deux bouts de bois. Sachez que l'Antiquité, pourquoi il y avait un culte du feu, y compris en Grèce et Rome, c'est important? Parce qu'on n'avait pas les petits boutons, ni l'allumette à craquer pour faire le feu. Donc le feu était quelque chose de... Oui, mais disons, mais là par rapport à l'idée de l'âme, tu vois, c'est l'idée justement de quelque chose d'essentiel qui surgit de la matière et qui a une force ascensionnelle, une force lumineuse, il transmet la lumière. Donc, je rappelle, disons, l'importance du feu. En Grèce, c'est le culte d'Hestia, à Rome, le culte de Vesta. Et dans tout temple sacré, il y avait un feu qu'on entretenait. Et donc, maintenant que pour nous, le feu n'est pas devenu quelque chose d'aussi indispensable, on a même des gazinières, entre guillemets, ou des systèmes de cuisine qui fonctionnent avec électricité et autres, on voit plus la flamme dans certains cas, ça nous manque. Donc on a toujours besoin d'avoir une petite bougie, d'allumer quelque chose, parce que il y a quelque chose de fascinant dans ce feu qui s'élève. Donc dans la bougie, la partie matérielle qui se consomme, c'est un peu comme le corps, mais l'intéressant du feu, c'est que le feu, en quelque sorte, il s'incarne dans la matière, et quand il est plus alimenté, il s'en va. Il s'en va quelque part, dans l'invisible. Mais après, on peut le rappeler. Comme disaient les fondeurs de l'Acropole, Georges Livraga, le feu dans toutes les choses, il suffit, disons, de se frictionner les mains pour le faire revenir. En fait, il est jamais mort. Simplement, il est soit visible ou invisible. Et c'était aussi une façon d'évoquer l'image de l'âme, qui peut être visible ou invisible. Bien, je vais continuer un petit peu pour finir mon premier sujet. Donc, ça va jusqu'à maintenant? J'expliquerai très synthétiquement deux éléments qui nous présentent justement la Renaissance de France. Vous avez tout ça développé largement dans cet ouvrage, qui est l'interprétation des contes des fées, qui est justement, elle va nous dire, voilà, quand on veut travailler l'interprétation d'un rêve, alors, ils font cela d'une manière extrêmement soigneuse et précise. Donc, je vous explique les règles, en fait, qui sont là, et la méthode. Et après, on fait une petite pause, et on reprendra pour travailler sur les contes, l'exemple de trois plumes. Donc, alors, premièrement, justement, on va commencer par une introduction dans les règles. Introduction, les temps et les lieux de l'action. Alors, comme on l'a dit, en général, c'est un lieu de l'action. Il est extrêmement vague. C'est-à-dire, il était une fois. La plupart des contes vont commencer, il était une fois. Ou les mythes, dans les mythes, ça sera in illo tempore. Dans ces temps premiers, fondamentaux, in illo tempore, en latin. Donc, au temps où les dieux se baladaient sur terre, et ça nous laisse comme ça, comme je disais au départ, dans une large spectre, où chacun va ouvrir cette il était une fois, selon son imagination. Donc en réalité, nous venons d'ouvrir, l'introduction c'est voilà, on vient de rentrer dans l'espace-temps du conte. C'est pour ça qu'on verra qu'à la fin, dans les dénouements, à la fin des fins, parfois il y a une interloupette qui va faire les compteurs, pour dire voilà, pouf, c'est fini. Mais là, on a ouvert une bulle, et on rentre dans cet espace imaginaire. Donc en réalité, nous sommes partis où? On est partis dialoguer avec les messagers de l'inconscient collectif. On n'est plus dans le monde du conscient pur et dur, on rentre dans une autre dimension. Ça va? Après, il y a ce qu'on appelle les acteurs du drame, les dramatis personae. Alors là, c'est très savant. Donc il faut observer les nombres des personnages au début et à la fin de l'histoire. Si cela commence par le roi et trois fils,
et finit par un fils plus son épouse et les deux autres épouses, comme ça va être les comptes des trois plumes, c'est-à-dire qu'on a rétabli l'équilibre du principe masculin-féminin. Parce que si on a le roi et trois fils, il nous manque le féminin. Et justement, c'est vers ça qui va partir la quête, disons, du conte. Bon, et ainsi de suite. Là, il y a des choses assez sophistiquées, mais bon. Troisième élément, c'est l'exposition du problème. Parce qu'évidemment, tout récit va nous amener à une expectative. Il y a quelque chose qui se met en mouvement, un certain désordre, une certaine difficulté, parce que sinon, il n'y a pas de conte. Si le héros n'a pas de problème, où est les contes? Où est l'épopée des personnages? Donc, dans tous les récits mythiques, par exemple, des héros, et ça, c'est un sujet qu'on va étudier, c'est un de nos sujets avec Campbell, on va travailler sur les périples du héros, en détail. Il faut toujours qu'au départ, il passe par les côtés orphelins, il faut qu'il y ait une catastrophe, quelque chose de terrible. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de conte. On dit les gens heureux n'ont pas d'histoire. Je dirais même les gens heureux n'ont pas de mythe. Donc, en fait, il faut quand même qu'on puisse intégrer ce dérèglement des choses qui nous amène après à les réordonner dans une octave supérieure, dans un autre plan de réalité. C'est pour ça qu'il ne faut pas souffrir, enfin se sortir, comment dirais-je, malheureux d'avoir des problèmes. Parce qu'avoir des problèmes, c'est l'opportunité d'évoluer. C'est que notre monde actuel qui cherche que les conforts, la matérialité, tout ça, n'a pas compris. C'est pour ça que même si on donne de plus en plus de sous, vous comprenez, à tous les systèmes de l'État et tout le tralala, ça continue à ne pas fonctionner. On se pose la question, pourquoi ça fonctionne pas? Ça se résout pas avec la matière. Ça se résout avec une transformation des visions de la réalité. Bon, voilà. Si les contes vous aident à vous réconcilier vos difficultés, c'est déjà bien. Hein. C'est un point positif. Donc, alors, il y aura des ennuis, des situations dramatiques à dénouer. Donc, et ça va nous amener à cerner des troubles psychiques et à comprendre sa nature. Donc, en réalité, tout le travail, quand on parle des règles d'interprétation, c'est que, dans les cas de nos super psychologues, psychanalystes et autres, c'était de dire, voilà, comment on peut traduire dans une clé psychologique ce que le récit est en train de nous raconter. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous qui est raconté par le conte? Donc, bon, le roi malade, ça on le verra très, très bien tout à l'heure dans l'exemple. Pourquoi le roi qui symbolise le soi, en donné, va tomber malade, ou perdra son pouvoir? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que nous sommes tombés? Après, il y a les péripéties. Évidemment, pour rendre ces récits agréables, les hauts et les bas du récit. Donc, ils vont se passer des tas de choses. Et donc, on aura là les points culminants du récit, et à partir de là, tragédie ou résolution. Donc, les péripéties, c'est le déroulement. On arrive au climax, et après, bon, ça se résout. Alors, sachant que, bien qu'on dit que, en général, tous les contes finissent bien, les gens sont heureux, dans certains cas, ils finissent pas bien. Et c'est fait exprès pour donner aussi une leçon. Parce que si on fait pas les choses d'une certaine manière, crac, ce n'est pas un résultat positif. Mais nous aimons tous que les contes finissent bien. Vous voyez? Parce qu'au fond, on est optimiste si on se dit que quand même l'évolution existe et on arrivera quelque part d'intéressant, malgré les apparences. Et ensuite viennent donc les dénouements. Voilà, c'est des dénouements qui peuvent être heureux ou catastrophiques, comme résultat final. On raconte qu'il y a des contes très primitifs, des choses qu'on a trouvées, des récits chez des Esquimaux et autres populations, qui parfois finissent d'une façon abrupte, ou d'une façon ambiguë. On ne sait pas très bien si... et l'important, c'est qu'il y a un rite de sortie du conte, dans lequel, une fois que les contes étaient tout dit, le conteur dit, et maintenant je vais boire un verre d'eau. Il se lève, dit n'importe quoi, et on vient de casser, boum, l'espèce de jolie bulle qu'on avait fait, boum, ah, qu'est-ce qu'il me raconte? Il retombe avec ses pattes dans la réalité. Et avant, on était pris dans ces beaux contes. Donc, les contes nous amènent au rêve enfantin de l'inconscient collectif et on doit en sortir. Donc, on est chassé du monde imaginaire. Bon, ça c'est donc, quand vous allez regarder tout conte, vous pouvez vous amuser à travailler ce petit décryptage avec l'introduction, quels sont les acteurs, les nombres, etc.
quels sont comment on dit, l'exposition des problèmes? Y a-t-il des problèmes? Quel type de problème il s'agit? Les péripéties, les parcours et les dénouements. Alors, par rapport à la méthode, donc, le côté structure du matériel, on va ordonner. Là, on cherche les nombres, donc les nombres d'éléments, des personnages, etc., qui ont un symbolisme et un rôle particulier, et on cherche les schémas conducteurs. Donc, on voit un peu la structure du conte. Après, donc, deuxième point, sur lequel on a un petit peu travaillé tout à l'heure, c'est l'étude des symboles. Il y a plein de symboles. Tout est symbolique dans les contes. Donc, on essaie de les découvrir, dans quel ordre ils se présentent. Et on peut faire la méthode, celui que Jung avait mis en place, de l'amplification. Donc, alors, pour comprendre un symbole, on va tirer d'autres analogies. Alors, ce symbole nous ramène à quel mythe, à quelle histoire, quels autres éléments, avec quoi il rentre en résonance. Donc, des éléments symboliques et comparatifs. On doit connaître aussi les contextes moyens desquels, disons, s'apparentent ces symboles. Donc, en fait, il y a en même temps l'effet d'amplifier. Alors, ces récits m'amènent à ça. Par exemple, dans l'épée, on a tout à l'heure donné l'exemple de plusieurs exemples d'épée. Vous voyez? Et ainsi de suite. Et en même temps, donc, on élargit les thèmes. C'était un petit peu ce qu'expliquait Jung dans son travail d'interprétation de différentes situations et aussi dans les rêves. C'est cette idée, comment relier ces mythes ou ces récits particuliers à quelque chose de plus universel. Établir les concepts, alors les contextes précis de l'image, voilà, donc ça, on les place dans un contexte, et après on arrive à l'interprétation proprement dite, qui permet de traduire l'histoire amplifiant un langage psychologique, pour aboutir dans un langage strictement psychologique. Donc par exemple, elle donne l'exemple, la mer terrible est vaincue par les héros, on explique que l'inertie de la conscience est surmontée par la tendance vers des niveaux de conscience plus élevés. Donc, quelle partie de nous est transformée à travers l'épreuve ou l'élément que l'on a vaincu? Alors, comment les traduire ça? Mais savoir aussi que ce travail d'interprétation, comme l'interprétation des rêves, est toujours relative. On va tirer quelques ficelles. Mais comme on est dans l'univers symbolique, il peut y avoir plusieurs clés d'interprétation. C'est pour ça qu'il n'y a pas, entre guillemets, opposition entre Freud et Jung, ou entre les interprétations, justement, des uns et des autres, parce que, justement, un symbole est multidimensionnel et il a plusieurs interprétations possibles. Ça ne le dérange pas. Vous comprenez? On ne mettra pas une note mauvaise, 0, parce qu'on n'a pas dit exactement les choses d'une certaine manière. C'est très ouvert. Mais c'est ouvert, mais en même temps cadré. Vous voyez? Il a une logique propre. Donc on ne peut pas non plus dire n'importe quoi. Donc toute interprétation doit quand même être capable de se justifier. Donc si on justifie correctement, on peut aller dans différentes directions. Bien, ceci dit, cette partie du conte est achevée. Donc on va faire une petite pause de 15-20 minutes, vous pouvez boire quelque chose, respirer, changer l'air, reposer les neurones, et ensuite on reprend, et on va travailler sur des exemples concrets, les contes des trois plumes et les vaillants petits tailleurs.